On se sent parfois impuissant face aux problèmes du monde. Que ce soit la catastrophe climatique, la pauvreté, la guerre, et en général la misère humaine ou animale, les problèmes globaux passent sans qu'on sache vraiment par où commencer pour les résoudre. Alors oui, on agit quand même, dans nos métiers, quotidiens, discours, associations, mais l'impression reste que les problèmes ne peuvent se résoudre qu'ailleurs, souvent dans le camp des, entre guillemets, décideurs, de ceux d'en haut, riches ou politiques, que tout se joue dans une cour inaccessible dont on ne sait pas grand-chose à part les spéculations de la politique théâtre. Maintenant, pourquoi ces décideurs ont l'air d'avoir tellement d'influence ? C'est parce qu'ils seraient capables de mettre en mouvement des grandes organisations, entreprises, États, médias, associations, etc., tandis que la majorité, soit doivent se conformer à ce qui aura été décidé ailleurs, soit doivent se débrouiller seuls, hors des grandes structures. C'est d'ailleurs pour ça que certains ont l'impression qu'il faut tout quitter et que ça serait la seule manière de conquérir leur liberté et de reprendre le contrôle de leur vie. La question de la résolution collective des grands problèmes du siècle passe donc nécessairement par celle de la liberté et donc de la démocratie, où on décide collectivement et il n'y a pas un groupe qui impose sa volonté aux autres, de qui décide, comment, pourquoi et de la manière la plus efficace. De plus, ces organisations ne sont elles-mêmes pas indépendantes et s'inscrivent dans un système aujourd'hui international où elles dépendent toutes d'entre elles. Les États ont besoin des impôts levés, les entreprises de la protection des États et l'argent de leurs clients et de la qualité de ceux qui leur vendent des trucs, etc. Ce qui fait que même les décideurs, démocratiques ou non, n'ont que rarement les mains libres et se sentent des fois eux-mêmes pris au piège. On va donc se demander dans cette vidéo comment construire des organisations autonomes, c'est-à-dire libres d'agir dans le monde en étant le moins possible soumises à des forces extérieures, et démocratiques où la prise de décision n'est pas réservée à un petit groupe de personnes. On va définir en général les organisations comme des groupes humains structurés qui peuvent poursuivre des buts extrêmement divers, que ce soit la production de biens immatériels ou matériels pour des usines, entreprises, universités ou exploitations agricoles, une influence sur la promotion du monde pour les think tanks ou groupes académiques, prendre le pouvoir au sein de l'administration d'État pour des partis politiques, ou encore le maintien du monde en place pour les services d'entretien, les écoles ou les hôpitaux. Elles ont comme point commun donc d'être des collectifs humains organisés visant à l'accomplissement d'un objectif. Ces collectifs s'inscrivent dans un monde, avec ses hiérarchies, acteurs en place et réseaux, ce qui les expose à des influences qui peuvent les détourner de leur objectif initial. Bon, il ne s'agit pas de dire ici que toute organisation est légitime ou pas dans son existence et dans ses buts. Il est évident que toutes ne le sont pas, on pense aux orgas d'arnaqueurs, le crime organisé, ou si on veut commencer la vidéo par un bon gros point Godwin au bon vieux nazi à l'ancienne. Le but est plus de se demander comment faire en sorte que la décision de si une organisation est réglo ou pas ne soit pas prise par une autorité arbitraire, mais par un consensus démocratique, afin que déjà leurs membres soient plus libres, mais aussi que les décisions soient prises dans l'intérêt collectif et pas en mode grosse corruption pour agrandir le château du donneur d'ordre. Bien entendu, ça ne résoudra pas tout, car après avoir pensé l'intérieur des organisations, il faut penser leur dehors, les gens qui n'y appartiennent pas, et les interactions inter-organisations, mais bon, ça sera pour une prochaine fois, un seul problème à la fois, sinon on s'en sort pas. Parce que l'intérêt de se demander comment ces orgas peuvent être indépendantes vient d'une vision du monde où les buts et actions d'un collectif humain doivent être définis par ce même collectif, et non par une autorité random qui suivrait, comme on a dit, ses propres intérêts en inventant 1000 bullshit pour se justifier après coup, la douille classique étant d'affirmer qu'elle serait plus compétente ou aurait plus de hauteur de vue. Vous connaissez. Le débat moral sur le choix de qui est compétent pour juger qu'une organisation ou un projet est légitime est éternel et il implique plusieurs choses, les enjeux classiques d'intérêt collectif versus l'ambition personnelle de leurs membres bien sûr, mais également aussi la capacité à comprendre un sujet. On peut retrouver ces enjeux un peu partout, dans les sommets de l'ONU, dans les villes et villages, dans les projets entre potes, dans les centrales nucléaires ou dans le kebab du fond de la rue. Un système, quel qu'il soit, doit exister afin de départager les options possibles en compétition et le faire autrement que par la loi de qui fait le meilleur plan avec ses poteaux pour gagner sa petite influence, même si bon, c'est jamais possible de s'en débarrasser à 100%. La notion que la tradition nous transmet pour départager le vrai du faux, et en général résoudre ces problèmes, est celle du tribunal, c'est-à-dire d'un endroit où l'on détermine la vérité selon des règles établies en avance. Bruno Latour, un anthropologue français, va citer des passages de Cérès et de Boyle qui montrent que,
Dans toutes les langues européennes du moins, la notion de tribunal est liée à la manière dont s'obtient la vérité sur les choses. En effet, il semble que le mot « chose » provienne systématiquement du mot « cause », et donc les choses, le réel, le monde dans lequel on vit, ne sont que le produit d'un jugement humain. Le tribunal met en scène l'identité de la cause et de la chose, du mot et de l'objet, ou le passage substitutif des uns et des autres. Une chose émerge là. Dans toutes les langues de l'Europe, au nord comme au sud, le mot « chose », quelque forme qu'on lui donne, a pour origine ou racine le mot « cause », puisé dans le judiciaire, le politique ou la critique en général. Comme si les objets eux-mêmes n'existaient que selon les débats d'une assemblée ou qu'après décision prononcée par un jury. Le langage veut que le monde ne vienne que de lui, au moins le dit-il. Ainsi, la langue latine appelée res, la chose, d'où nous tirons la réalité, l'objet de la procédure judiciaire ou la cause elle-même, de sorte que, pour les anciens, l'accusé portait le nom de reus parce que les magistrats le citaient, comme si la seule réalité humaine venait des seuls tribunaux. Là, nous attendent le miracle et la résolution de l'ultime énigme. Le mot cause désigne la racine ou l'origine du mot chose, causa, causa, de même thing ou ding. Cette question de l'accès collectif à la vérité est donc très ancienne, et les moyens de parvenir à une bonne décision quant à l'avenir d'un collectif n'ont rien d'évident, ni de naturel. Ces décisions sont, à notre époque, souvent prises dans un système que l'on appelle de manière vague le marché, et qui, loin d'être l'endroit sympathique où on achète son poisson et ses légumes au bon vieux maraîcher en lui racontant ses soucis pendant qu'il essaie de nous carotte en mettant 50 grammes de plus, est en fait la loi du plus fort, qui achète, qui paie le plus cher, le plus vite, de la manière la mieux calculée et avec le meilleur réseau d'influence. Et quand une ou plusieurs personnes détentrices de capitaux prennent la propriété privée d'une organisation grâce à son achat sur ce marché, elles sont ensuite les seules à pouvoir en dicter les buts selon leurs critères et croyances, revenant à l'arbitraire tyrannique contre lequel les anciens, évoqués par Cérès, avaient inventé le procédé du tribunal. Néanmoins, maintenant qu'on a dit ça, bien souvent, les organisations ont besoin de capitaux pour apparaître, se développer ou tout simplement pour exister. Le capital, s'il est mesuré par l'argent, qui a un rôle d'équivalent universel mais qui peut paraître assez abstrait, est en réalité composé de machines, de terres, de nourriture, bref de choses concrètes nécessaires à la réalisation de projets qui sont apportés de l'extérieur. Et dans un monde de propriété privée, ces capitaux ne s'obtiennent jamais sans contrepartie. Comment faire alors pour sortir de cette tendance à la prise de contrôle autoritaire et forcer l'apparition d'organisations suivant la volonté de leurs membres dans leur ensemble et non d'une petite élite en ayant pris le contrôle? C'est la question à laquelle cette vidéo tentera de répondre. Commençons par remarquer que les organisations humaines ne sont pas sur une île déserte magique où elles pourraient faire ce qu'elles veulent dans un monde idéal, monde qui apparaîtrait après les débats une fois que tout le monde serait d'accord. Elles se placent dans notre monde contemporain où les capitaux de plusieurs personnes peuvent facilement s'associer et s'unir, et ainsi mobiliser derrière la notion abstraite de l'argent une quantité importante de ressources matérielles concrètes pour accomplir un but. Cela a commencé il y a 600 ans avec les comptoirs commerciaux où l'on a concentré les efforts financiers de plusieurs marchands pour assembler du bois, du métal ou de la nourriture pour les travailleurs afin de construire des bateaux emmenant des marchandises ailleurs et revenant avec d'autres vendus plus cher que l'investissement initial. Le business model du marchand simple mais efficace pour se faire du fric. Ça a continué avec la colonisation de l'Amérique et d'ailleurs, où les investissements pour organiser des expéditions se sont multipliés dans le cadre de structures nommées Compagnie des Indes, expéditions ayant un but simple, revenir avec des choses valant plus que ce qu'a coûté l'expédition. Cette tendance à l'investissement puis au profit a nécessairement conduit à l'accumulation du capital. Vu que les profits augmentent le capital, par construction, il devient de plus en plus gros. C'est mathématique et pas sorcier en fait. Si le capital a tendance à générer un retour sur investissement qu'il absorbe pour le réinvestir, sans événement majeur comme une guerre ou une révolution, il grossit petit à petit jusqu'à devenir toujours plus énorme au fur et à mesure des années. Au fur et à mesure du temps, afin de maximiser le rendement de ces investissements communs,
les organisations chargées de gérer le fric des autres ont grandi et se sont structurées, ce qui a conduit, pour la faire courte, à l'avènement des multinationales qui se sont ensuite structurées en grandes organisations disciplinaires que l'on connaît aujourd'hui. Cette multiplication des investisseurs a eu tendance à les conglomérer autour d'une référence et d'une finalité commune, le profit, ce qui a eu pour conséquence de solidifier le but de référence des organisations autour de ce profit. En effet, la foule de personnes mettant en commun leurs ressources ayant des croyances et visions du monde trop diverses, elles ne peuvent se mettre d'accord, l'extrême majorité du temps, que sur le fait de gagner plus d'argent individuellement. Ces gigantesques organisations multinationales, qui sont petit à petit apparues, ne pouvant qu'être financées par un nombre important de capitaux privés car personne, ni État, ni gros riche n'avait assez de fric pour financer un truc comme ça tout seul, ont donc dû suivre ces prérequis et s'organiser en profondeur pour la recherche de thunes, avec une tendance lourde, même si comme on va le voir ça donne lieu à des luttes internes, à écarter tout objectif alternatif autre que de gagner plus d'argent. À la fin des fins, ces organisations tentaculaires et anonymes poursuivant aveuglément le profit ont vu le jour sur Terre. La grande majorité des métiers ont donc dû être réinventés pour être intégrés à ce système, et les associations de guildes ou corporations du Moyen-Âge ont été petit à petit remplacées par nos départements et fonctions, mesurées par leur contribution directe ou indirecte, de manière plus ou moins rigoureuse par ailleurs, à la performance économique de la structure. C'est la facette travail du fameux désenchantement du monde, décrit par le sociologue Weber, où un pratiquant d'un métier est forcé de faire un compromis constant entre faire un taf utile et qu'il aime et cette exigence de rentabilité. Quoi qu'il fasse, le profit surplombe les organisations auxquelles il appartient, tel un dieu, partout présent de par la pression de ceux qui ont mis leur capital sur la table pour la créer, ou ont racheté leurs droits sous forme d'actions, les actionnaires. Le meilleur exemple de l'incontrôlabilité de ce phénomène est que même la catastrophe écologique à venir, qui menace de nous submerger sous la forme de rafales, vagues de chaleur, sécheresse, guerre, migration climatique ou autres trucs sympas, ne semble être réellement prise au sérieux par la majorité de ces structures, c'est-à-dire en faisant des actes concrets et forts, et pas des petits trucs à droite à gauche pour la forme. C'est un secret de polichinelle que le réchauffement climatique dépassera l'objectif des 1,5 degrés, les 2 degrés, voire les 3 ou 4 degrés à l'horizon 2100. Même les grands détenteurs de capitaux ne peuvent croire sérieusement qu'ils seront protégés sur les îles désertes qui s'aménagent, car rien ne permet d'être certain que leur garde rapprochée, dont ils auront besoin pour se nourrir, ne se rebellera pas une fois qu'ils seront perdus dans le Pacifique. Les seules grandes organisations semblant pouvoir prendre des mesures écologiques sérieuses sont les États et les organisations supranationales dans lesquelles ils s'associent, constructions politiques antérieures au capitalisme, mais ils doivent sans cesse composer avec les organisations capitalistes desquelles ils ne peuvent jamais être indépendants, et leurs mesures, qui existent, restent insuffisantes aujourd'hui. Néanmoins, il arrive qu'ils sortent victorieux de cet affrontement. Des mesures sont quand même prises comme des normes écologiques, des condamnations de boîtes polluantes ou des accords internationaux. On peut dire que c'est pas assez, mais pas que c'est rien. Et ça, c'est quand même cool. Comme dirait Jean-Jacques Débat de fin de soirée, on peut pas toujours se plaindre. Néanmoins, l'insuffisance de la mobilisation contre la catastrophe climatique est flagrante, alors qu'elle nous impacte pourtant toutes et tous sans exception. Elle constitue la meilleure preuve de l'incapacité de l'humanité et des gens individuellement à agir dans leur intérêt. Cette apathie semble être due à l'intégration progressive des gens et l'utilisation de leur temps productif hors vacances et repos dans des organisations disciplinaires n'arrivant que difficilement à se mettre d'autre but que de gagner du fric. Les seuls grands groupes semblant encore être en mesure d'agir au niveau institutionnel sont ceux contrôlant des grandes organisations historiques comme l'État, que ce soit en leur administration, au travers de partis politiques en prenant le contrôle, ceux contrôlant unilatéralement une organisation disciplinaire comme les héritiers, ou des entrepreneurs à succès, ou à échelle plus locale, les assos et groupes informels comme les ONG ou les groupes de discussion PMU de Saint-Quentin en Yvelines. Les manières dont les orgas fric contrôlent leurs membres en pratique ont varié dans le temps. Elles ont toujours tenté d'exercer la supervision la plus efficace, et la science du management trouve toujours des manières plus malignes de baisser les coûts de surveillance des supervisés. Ceux de notre époque sont bien décrits par la notion de société dite de contrôle, par Gilles Deleuze
en 1990 lorsqu'il distingue les sociétés de discipline, qui fonctionnent par enfermement et moulage, casernes, écoles et usines, et les sociétés de contrôle, qui fonctionnent par modulation et challenge pour sa petite prime, entreprise et carrière. Les enfermements sont des moules, des moulages distincts. Mais les contrôles sont une modulation, comme un moulage autodéformant qui changerait continuellement d'un instant à l'autre, ou comme un tamis dont les mailles changeraient d'un point à un autre. On le voit bien dans la question des salaires. L'usine était un corps qui portait ses forces intérieures à un point d'équilibre, le plus haut possible pour la production, le plus bas possible pour les salaires. Mais, dans une société de contrôle, l'entreprise a remplacé l'usine, et l'entreprise est une âme, un gaz. Sans doute, l'usine connaissait déjà le système des primes. Mais l'entreprise s'efforce plus profondément d'imposer une modulation de chaque salaire dans des états de perpétuelle métastabilité qui passent par des challenges, concours et colloques extrêmement comiques. Si les jeux télévisés les plus idiots ont tant de succès, c'est parce qu'ils expriment adéquatement la situation d'entreprise. Le contrôle disciplinaire ne pouvant plus, ou moins, se faire en plein jour suite aux révoltes antidisciplinaires des années 60, il est devenu de plus en plus subtil. Et puisque le monde n'est ni tout noir, ni tout blanc, il est plutôt gris, plus ou moins clair, ou foncé, ce processus n'est pas obligatoirement mauvais et porte également en lui des nouvelles libertés. Deleuze, toujours, prend l'exemple de l'hôpital où la science millénaire de la médecine et du soin est appliquée aux patients dans un cadre hiérarchique fort, donnant tout pouvoir à certaines personnes sur le personnel ou les malades, mais où des luttes internes et évolutions ont constamment lieu pour une médecine qui, tout en restant efficace, serait libérée des contraintes de l'hôpital, à savoir l'enfermement et l'isolement des malades, leur placement sous le contrôle et la surveillance totalitaire d'un personnel qui des fois est bienveillant, mais des fois non, dans un espace à mi-chemin entre la médecine et la prison. Il n'y a pas lieu de demander quel est le régime le plus dur ou le plus tolérable, car c'est en chacun d'eux que s'affrontent les libérations et les asservissements. Par exemple, dans la crise de l'hôpital, comme milieu d'enfermement, la sectorisation, les hôpitaux de jour, les soins à domicile ont pu marquer, d'abord, de nouvelles libertés, mais participer aussi à des mécanismes de contrôle qui rivalisent avec les plus durs enfermements. Il n'y a pas lieu de craindre ou d'espérer, mais de chercher de nouvelles armes. Le contrôle n'est donc jamais total, il y a toujours des tendances qui s'affrontent. Partout se joue une battle entre des micro-dictateurs et des Che Guevara de la troisième rangée du département Comtat. Prenons l'exemple actuel du télétravail pour les emplois de bureau, qui selon les situations, bien souvent ça dépend du positionnement social, libère de la surveillance d'entreprise décrite par Deleuze, mais qui peut aussi être utilisé par ton boss pour te donner des ordres, même quand tu es tranquille chez toi. Et comme d'habitude, avec les rapports humains, c'est jamais figé, on peut toujours faire évoluer la situation et se défendre individuellement de différentes manières. Politiquement déjà, avec notamment le droit à la déconnexion, entériné dans l'arrêt 99-42-727 de la Cour de cassation. Le salarié n'a aucune obligation d'accepter de travailler à domicile ni d'apporter ses dossiers et ses outils de travail. Techniquement, avec les nouvelles fonctionnalités de faux fond dans les vidéoconférences permettant de ne pas voir le domicile privé, ou la possibilité de désactiver les notifications professionnelles en dehors de certains horaires, ou encore, socialement, en instaurant un rapport de force rendant illégitime et donc plus difficile telle ou telle intrusion. Une approche possible et régulièrement pratiquée est, tout en reconnaissant ses effets d'influence et de détournement par une minorité pour ses propres objectifs que génèrent les financements d'organisations capitalistes, de réguler tout ça en imposant un ensemble de règles juridiquement contraignantes qui viendraient un peu gérer la merde du système. Ça peut être fait directement, avec des interdictions et contraintes, ou indirectement en disant que si on intervient à tel endroit, ça aura un effet sur un autre, en mode si tu mets plus de fric dans les organisations écolo, tu peux t'attendre à ce que le monde soit en général moins dégueulasse, ou si tu débunkes les business qui mettent les gens en burn-out, tu peux t'attendre à avoir une population plus sereine dans sa vie. C'est cette idée qui anime les concepteurs de normes industrielles, droit des contrats, ou droit de la concurrence, dont l'exemple par excellence est l'interdiction des monopoles il y a 100 ans, c'est-à-dire d'empêcher qu'un connard rachète toute une industrie et profite qu'il n'y ait pas d'autre choix que lui pour mettre des prix de bâtard ou vendre de la merde. Ces approches sont efficaces, et même si on peut toujours faire mieux, et bon comme d'hab, il y a 100 000 magouilles par-ci par-là du type jette cette industrie parce que c'est les poteaux de ma famille, ou ça va booster mon parti pour les élections, elles ont historiquement
si on fait un bilan global, considérablement réduit le pouvoir de nuisance des grands conglomérats financiers. Néanmoins, même si on imagine un truc parfaitement régulé, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, ça ne peut couvrir que des choses mesurables. L'influence des propriétaires des industries ou des groupes financiers peut être matérialisée par des ordres directs, certes, mais est surtout réalisée par des mécanismes plus cachés et subtils, de non-dits et pressions diverses comme analysé par Deleuze, des choses non mesurables. Cette manière de s'en protéger, qui consiste à lister et documenter les diverses pressions exercées par ces personnes ou organisations en position de force, se heurte en pratique à la disproportion des temps nécessaires aux deux parties. En effet, il faut beaucoup plus de temps pour débunker un système de contrôle informel que pour le mettre en place. Il est bien plus rapide de jouer d'une autorité par un ordre déguisé, de mettre en compétition des individus sur un micro-objectif, ou de répandre une information déformée que de documenter, référencer et relier les faits pour les mettre au jour afin de dénoncer un abus. Les mécanismes de contrôle informel documentés sont instantanément transformés en une nouvelle version et donc réinstaurés. Il arrive même que la critique du mécanisme original n'ait pu être correctement établie avant la mise en place du nouveau mécanisme, la rendant obsolète avant même qu'elle voie le jour, ou que les mécanismes se renouvellent constamment pour prévenir et écarter toute possibilité pratique de critique pertinente en temps et en heure. De plus, même si on imagine un système réussissant à réguler tous ces rapports, un système où les bonnes lois et règlements permettraient de lister et contrôler l'ensemble des interactions humaines, c'est pas forcément mieux, voire c'est assez effrayant car on entrerait dans un monde où tout est surveillé, parce que forcément pour contrôler, il faut d'abord collecter les infos sur tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, et avoir d'une manière ou d'une autre une base de données des actions des gens. On imagine bien tous les abus possibles et comment il est facile dans ce monde de glisser vers un régime totalitaire où l'administration disciplinaire chargée de surveiller fait un peu plus que surveiller, comme par exemple te réduire en esclavage, #URSS, ou de manière plus subtile de profiter de son rôle dominant pour utiliser les mêmes mécanismes de contrôle informel qu'elle devait combattre. Pour mieux comprendre les systèmes disciplinaires et le lien avec le totalitarisme, vous pouvez regarder la vidéo sur l'analyse des systèmes disciplinaires faite par Foucault disponible sur cette chaîne, donc forcément une vidéo de ouf. La question est donc de savoir comment il est possible de défaire, ou du moins d'atténuer la prise de contrôle des organisations par tous ces gens. Déjà, faut remarquer qu'à l'époque moderne, ça ne se fait plus comme on faisait avant, où le guerrier coupait la tête de ses ennemis pour l'afficher à l'entrée de son territoire, mais par la pression financière. On peut citer la célèbre pensée de Foucault à propos du passage à la modernité. Et je crois, justement, une des plus massives transformations du droit politique au XIXe siècle a consisté, je ne dis pas exactement à substituer, mais à compléter ce vieux droit de souveraineté, faire mourir ou laisser vivre, par un autre droit, nouveau, qui ne va pas effacer le premier, mais qui va le pénétrer, le traverser, le modifier, et qui va être un droit, ou plutôt un pouvoir exactement inverse. Pouvoir de faire vivre et de laisser mourir. Le droit de souveraineté, c'est donc celui de faire mourir ou de laisser vivre. Et puis, c'est ce nouveau droit qui s'installe, le droit de faire vivre et de laisser mourir. Dans le cas des organisations, ce « laisser mourir » se fait en coupant leur financement. Ça ne veut pas dire que l'usage de la force que faisaient les princes du passé est complètement disparu, que ce soit des occupations de rue par des mafias et gangs, des violences et menaces discrètes de la part de grandes organisations publiques ou privées, ou des guerres pour aller chercher du pétrole, uranium ou autres minéral carburant pour le marché, mais force est de constater que le fait même qu'elles doivent se faire dans la clandestinité, ou sans trop le dire quand c'est pas possible, montre que les temps sont moins à ce type de pratique. Quand hier les ennemis du prince étaient exécutés sur la place publique, la sanction publique d'aujourd'hui est de couper les vivres, confisquer les conditions matérielles d'existence d'une organisation, laisser mourir. Bien sûr, cela se traduit aujourd'hui toujours par des conséquences physiques, car les personnes victimes de se laisser mourir sont ensuite soumises à l'expulsion de leurs locaux, la saisie de leurs moyens d'agir, voire l'obligation de se mettre au service d'autres personnes, mesures exécutées par les forces de l'ordre comme à l'ancien temps. Néanmoins, ces effets sont déclenchés par la faillite financière et non ordonnés directement. Les relations de domination et donc la possibilité de micro-mécanismes de contrôle peuvent donc être assez bien résumées à notre époque par la question « qui paie ?» C'est surtout parce qu'une organisation est dépendante de telles sources de financement qu'elle sera vulnérable à ces ordres indirects.
Et cette affirmation s'accompagne de son corollaire, plus positif. S'il n'y a pas de possibilité de sanction, il n'y a pas de dépendance. L'indépendance financière libère et rétablit la capacité d'action. Les coachs vendeurs de formation à la con générés par ChatGPT en pub YouTube ont raison là-dessus. Maintenant qu'on a bien défini le problème, comment mener un projet en étant indépendant, on va le résoudre et s'intéresser aux différentes méthodes de financement pour prendre en compte leurs avantages et inconvénients. S'il n'y a pas de mode de financement parfait et universel pour tout type d'organisation, cette analyse permet au moins d'avoir le maximum d'outils dans sa besace pour choisir plus finement ces modes de financement et s'émanciper des dépendances économiques. Avant de parler des modes de financement positifs, on va aborder la phase négative, c'est-à-dire d'être le plus efficace possible dans l'accomplissement d'un objectif, de gagner de l'argent en réduisant les dépenses. Cette première sous-partie est un peu sensible car elle traite de la frugalité, qui peut être une frustration car beaucoup la subissent plus qu'ils ne la désirent, et bien entendu, il faudrait qu'elle reste un choix. Néanmoins, il paraît évident que moins on a besoin d'argent pour faire ce qu'on veut faire, moins on est dépendant financièrement. En effet, il existe un degré de dépendance financière défini par la quantité d'argent nécessaire. Une organisation ayant de très grands besoins sera d'autant plus dépendante à l'apport de capitaux extérieurs. Une assoce ayant besoin d'une ou plusieurs machines fonctionnelles et équipées type tracteur, camion, sono, mobilier ou pelleteuse géante de 15 000 tonnes creusant 240 000 m3 de terre par jour, chacun son truc, aura forcément plus de mal à rester autonome qu'un groupe autosuffisant cultivant des courgettes collectivement ou une association organisant des activités ne reposant que sur l'engagement de ses membres. C'est pour ça qu'avant de se demander comment rentrer de l'argent pour pouvoir mieux s'en sortir, la question de la frugalité est essentielle. Il est connu depuis Diogène de Sinope qu'il y a 2400 ans à Corinthe en Grèce antique dormait dans une grande jarre et donc ne payait pas de loyer en mode « les autres pensent qu'il est un clochard mais lui il sait qu'il a la vérité et que c'est eux les cons », que la dépendance aux choses matérielles enchaîne. Plus on dépense, plus on doit gagner d'argent, plus on doit se casser le cul et négocier d'une manière ou d'une autre. Cet enseignement millénaire s'applique également aux organisations, mais plutôt dans une logique du moindre mal. S'il n'est pas toujours possible de se passer de financement extérieur pour des questions pragmatiques, les organisations ne vivent pas dans des jarres comme Diogène, une organisation faisant tous les efforts pour se libérer de ses contraintes financières donnera plus de résultats qu'une organisation qui ne le fera pas. Mais malgré tout, ces financements sont parfois, souvent, nécessaires pour obtenir des effets concrets sur le monde. En effet, ils permettent d'acquérir des choses déjà existantes au lieu de devoir les reconstruire à partir de rien. La vie est limitée. Il n'est pas possible de reconstruire tout ce qu'a bâti l'humanité de par le passé, les bâtiments, les organisations informelles, les machines, les moyens de transport, de communication, de se nourrir, etc., à l'échelle individuelle, locale ou ultra-locale, et les financements sont le moyen de faire appel à tous ces actifs, à tous ces trucs utiles qui existent. Si t'as pas de thunes, personne va te calculer, mais si t'en as, tu peux remuer quasi tout ce qui a bâti l'humanité depuis 5 millénaires. Un think tank bien financé pourra publier plus facilement le fruit de ses réflexions, tandis que son opposé devra compter des moyens de diffusion qu'il ne maîtrise pas et qui pourraient déformer son message. Un lieu de vie acheté et équipé permettra une vie paisible ainsi qu'une tranquillité d'esprit propice au bonheur, mais aussi à la vie intellectuelle et à la mobilisation. Du matériel de qualité entraînera une efficacité accrue, ce qui évitera de passer plus de temps à penser à l'organisation qu'à l'action. Néanmoins, l'efficacité n'est clairement pas proportionnelle aux moyens attribués. Il y a des trucs vraiment utiles et d'autres qui franchement servent à rien, voire du coup sont nocifs, car puisqu'on les achète, ils augmentent la dépendance comme on a vu. Déterminer les matériels minimaux pour opérer, et pas plus, est une étape indispensable pour toute organisation voulant optimiser sa liberté. La frugalité n'est pas une condition suffisante pour être indépendant, mais elle y contribue fortement. Le premier mode de financement possible est le financement public. C'est le mode qui est adopté par forcément les services publics, mais aussi de nombreuses associations, journaux, voire entreprises. Ces financements permettent l'émergence de logiques qui ne sont pas centrées autour du profit. Comme il n'y a pas besoin de repayer ses investisseurs avec intérêt, pas besoin de vendre à tout prix. Libérés de cette unidimensionnalité, du dogme que tout projet c'est juste pour faire du fric, les objectifs poursuivis peuvent éclore dans toute la diversité des affaires humaines,
Comme on peut le voir par exemple dans les motifs des subventions aux associations de l'État français en 2022, prévues dans la loi des finances et disponibles en libre accès sur data.gouv.fr. Les sommes peuvent paraître énormes, mais pour mettre en perspective, la somme de ces subventions représente 9 milliards, sur un budget prévisionnel total de l'État français de 300 milliards, soit 3% du budget de l'État pour beaucoup plus que 3% de son efficacité à aider l'humanité. La décision d'octroi ou non de ces crédits est faite par l'État, et donc derrière cela par des fonctionnaires en charge de la validation ou la suspension du financement, qui peuvent être, comme tout humain, sympas ou dictateurs, et surtout appartiennent à une organisation aux logiques complexes. Si on veut utiliser cette thune, il est donc indispensable de comprendre comment cet appareil marche pour déjà récupérer le fric, mais aussi s'assurer qu'on ne va pas le couper le lendemain. Cette administration est une organisation disciplinaire classique, on pourrait même dire son archétype dans la mesure où les premières organisations disciplinaires de l'histoire furent des armées, bases des États. La différence est que, au moins dans les pays démocratiques, on a un peu partout dans cette administration des élus qui, des fois sont un peu des politocrates, mais qui prennent des mesures censées représenter un peu ce que pense le peuple, et même si on peut clairement les critiquer sur plein de points, ils le font quand même mieux que les autres parties de l'administration disciplinaire qui forcément ne sont pas là par une volonté générale, mais par d'autres mécanismes comme les concours qui valident une compétence, mais pas une représentativité et un alignement des intérêts avec la majorité. Si la sous-organisation ou la personne dont dépend l'octroi du financement appartient à une organisation disciplinaire, elle suivra un peu mécaniquement les objectifs pour lesquels cette sous-organisation a été créée, comme de réduire le chômage ou augmenter la production agricole. Car si des fois on peut amadouer le fonctionnaire qui décide si t'as le fric, ou tu gardes celui qu'on avait décidé de te donner avant, il peut quand même pas trop s'écarter des objectifs de son département, sous peine d'avoir une discussion au calme avec son boss, qui lui-même est obligé de faire ça pour pas avoir une discussion encore plus sympa avec son propre boss, et ainsi de suite. Si c'est un élu, il est possible qu'il ait une liberté plus importante, c'est quand même son job de prendre des décisions, bien que souvent, soit ils aient pas le time pour ça et se mouillent pas, puisque c'est bien connu, on peut pas faire d'erreur si on fait rien, soit appliquent les recommandations de l'administration disciplinaire en disant que c'est leur idée. Le schéma le moins pire, et donc le meilleur, c'est quand on a un élu qui tranche entre plusieurs choix présentés par son administration, mais ça peut se faire que pour les trucs importants pour l'élu, car ça prend du temps, faut au moins lire les rapports de l'administration sur le sujet. Les subventions aux associations de l'État français dont on a parlé en sont un bon exemple dans la mesure où, si la liste, le montant total et les grands axes de sa distribution est définie par des élus, la liste précise est préparée par une branche de l'administration. Les grandes orientations peuvent être changées, mais uniquement lors d'un événement exceptionnel type élection, car cela bouleverserait un certain équilibre social, les associations, on le voit dans leurs objets, étant assez proches en pratique des services publics de substitution. Il est par contre très facile pour un élu ou un membre influent d'une administration de virer les financements de telle ou telle association qu'il n'aime pas. Comme toute organisation disciplinaire, cette administration a plusieurs échelons répartis dans l'espace, partant d'un centre qui descend de plus en plus localement au travers de ses divisions administratives, elles-mêmes divisées en d'autres divisions administratives jusqu'à la communauté à taille humaine, structurellement une équipe en charge d'un sujet spécifique ou spatialement une commune ou un quartier. Selon les financements, le ou les décisionnaires peuvent se trouver à divers échelons et être plus ou moins proches de leur objet. Plus l'échelon est local, plus les personnes élues ou en charge de l'administration auront une connaissance approfondie de l'organisation qui la reçoit et peuvent donc y exercer un contrôle direct ou informel. Paradoxalement, il est donc plus pérenne d'être financé par les strates de l'État plus éloignées pour ne pas se faire couper à la moindre élection ou fight. Pour vivre heureux, vivons cachés. Il serait néanmoins faux de dire qu'on ne peut pas être libre avec l'argent de l'État. Déjà, c'est mieux que rien, mais aussi il existe des financements qui sont protégés par la loi et donc peuvent pas être niqués, ou au moins il faudrait pour le faire remettre en question le système judiciaire, l'état de droit, sur lequel les intérêts de trop de personnes reposent pour que ça soit envisageable, comme par exemple au hasard, les titres de propriété. On peut bien sûr mentionner les pensions à vie, mais comme c'est difficile d'obtenir cet extrême, on peut quand même au minimum essayer de trouver les financements les plus verrouillés par la loi, ceux qui sont les plus difficiles à enlever, et ceux même s'ils sont moins importants que les autres. Même si dans le cas où finalement ça arrive, rien que le fait qu'il soit possible qu'on vire le financement réduira la capacité de planification dans le futur. C'est plus difficile de faire des plans et promesses quand on sait que tout peut se faire stop d'un coup par un connard sorti d'on ne sait où.
En plus, ça donne à ce dernier un pouvoir de négo qui peut lui permettre d'influencer l'orga sans y participer. On peut évidemment cumuler plusieurs types de financement, les financements sûrs et ceux soumis à un peu plus d'arbitraire de la part des élus et de l'administration. Il est néanmoins nécessaire dans ce cas d'utiliser le deuxième type de fonds, ceux qui peuvent se faire stop, uniquement pour des activités non essentielles à la survie de l'organisation, afin que l'État et ses représentants, élus ou membres de l'administration, n'aient jamais le pouvoir d'y mettre fin. Une autre option, celle adoptée par beaucoup d'entreprises, est de faire appel à des capitaux privés. Cette option est assez classique et souvent plébiscitée par la facilité et le nombre de comptes à rendre moins importants de ce type de financement. En effet, les détenteurs de capitaux privés sont relativement indépendants, du moins comparés à des administrations d'État où tu ne peux pas bouger le petit doigt sans qu'une avalanche de règles et de discussions vienne congeler ton projet pendant quelques millénaires. La décision de si oui ou non t'as le fric peut être prise rapidement et avec moins de contraintes. Néanmoins, la critique est connue, les détenteurs de capitaux n'investissent jamais gratuitement. Ils demandent à influencer les organisations qu'ils possèdent, ce qui se matérialise la plupart du temps par l'optimisation du retour sur investissement, mais également l'augmentation du prix à la revente. Dans le régime juridique actuel, cela se concrétise par le fait que les propriétaires des organisations, les actionnaires, ont le pouvoir de révoquer l'équipe dirigeante et donc d'en contrôler les décisions sous peine d'être renvoyés tranquillement à jardiner pour être remplacés par des personnes faisant le job. Ce système légal de contrôle est à la base du monde des affaires qui ne pourrait pas exister sans. Un conglomérat financier privé, individu ou groupe de gens avec les moyens, se décide de racheter ou financer une orga que pour en prendre le contrôle afin qu'elle se mette au service de leurs intérêts. C'est logique en fait, c'est pas des pigeons, ils vont pas lâcher leur thune pour rien sur les promesses d'escrocs du porteur de projet dans l'organisation qui demandent qu'à récupérer les sous pour ensuite ne répondre à leurs messages de relance que par des petits vues. Cela existe bien sûr, les projets qui ont marché par les dons et qui n'ont pas dévié de la trajectoire initiale voulue par les donateurs, mais c'est clairement pas la majorité. Comme dit le sage, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Dans le vocabulaire financier, les financeurs privés prendront le contrôle d'une entreprise soit pour avoir un retour direct, soit pour profiter de synergies, c'est-à-dire de points sur lesquels les entreprises qu'ils possèdent déjà pourront profiter des actifs matériels ou immatériels de la structure achetée, de ses buildings, machines, voitures, mais aussi de ses relations clients, expertise ou potes de sniffage de coke au sommet. Par définition, ça implique donc un détournement de ces actifs dans les buts servant les intérêts du conglomérat achetant. Mais bon, ça c'est pour les fusions-acquisitions, les fusacs comme on dit chez les gens inside. La plupart du temps, ce qui est demandé, c'est plutôt un bête et méchant retour sur investissement, c'est-à-dire de rembourser ce qui a été versé à court ou moyen terme en repayant directement aux investisseurs la somme qu'ils ont placée avec des dividendes, cet argent reversé par l'entreprise aux actionnaires sans contrepartie dans le système juridique, soit de manière plus méta, en générant assez de profit pour que la valeur spéculative de l'action, le titre immatériel obtenu et revendable par les investisseurs privés, augmente dans l'espoir de futurs possibles dividendes. Cette deuxième option a d'ailleurs fait le bonheur de pas mal de mathématiciens en mal de problèmes à la con qui ont pondu des formules toutes plus complexes les unes que les autres mais qui ont toutes pour point commun des statistiques, c'est-à-dire de marcher des fois et des fois va te faire foutre. La pression des actionnaires pour le profit oblige la structure financière à s'organiser en profondeur pour l'accumulation de richesses, qui peut être la vente de trucs, biens ou services, mais également tout autre type de magouille illégale. Ça détruit la possibilité d'objectifs alternatifs, car toute énergie qui sera employée à autre chose aura tendance à être détournée. En fait, c'est même devenu une science, il y a des gens un peu partout qui écrivent des traités infinis sur comment soit réduire les coûts, soit vendre plus, un peu comme les moines du Moyen-Âge, à la différence que le profit a remplacé Dieu. Mais malgré tout, comme juger de ce qui est utile ou non au profit est forcément subjectif, il y a plein d'opinions sur ce qui est bon ou pas pour le business, et donc du coup, négocier, à un moment il faut se mettre d'accord avec les autres blaireaux, des arrangements sont possibles et on a pu voir apparaître des argumentaires alternatifs. Et des petits malins en ont profité pour faire correspondre un objectif alternatif avec ce profit. En effet, on entend des fois des discours expliquant qu'une entreprise vertueuse sur un ou plusieurs points précis générera plus de profit à moyen long terme, avec un but alternatif personnel qui peut être religieux, écologique,
sociales, de carrière personnelle, etc. Ils utilisent leur capacité rhétorique pour convaincre des investisseurs que le projet ou la manière de faire qui les arrange fera gagner plus d'argent que les autres, alors que leur agenda personnel est autre. La contrainte du profit est pour ces personnes, internes ou externes à la structure financée par capitaux privés, un handicap car ça les oblige à négocier ce type de pacte avec les actionnaires pour réaliser leur véritable objectif, ce but alternatif. Ils sont pour ça obligés de l'amender, le rétrécir, l'amoindrir pour que ça reste compatible avec le profit, mais ils arrivent quand même souvent à placer leur truc, soit en étant malins et en créant un business, soit par la négo en expliquant que si l'organisation fait pas un geste, ils feront rien. Bon, bien sûr, ça marche que si t'es irremplaçable, sinon c'est la certitude d'un aller simple vers France Travail direct et sans escale, mais ces gens existent. Et on a par exemple les super spécialistes, il y en a que 5 dans le monde, ou des gens bien connectés qui sont potes avec les bons people et peuvent te tracher si tu les écoutes pas. Sous la contrainte, ils conspirent pour insérer leur but dans la feuille de route de leur organisation. C'est la raison pour laquelle il existe un peu partout de très nombreux départements dits RSE, responsabilité sociale et environnementale. S'il arrive souvent que ces départements soient créés avec pour but officiel ou officieux de contribuer à la rentabilité de l'entreprise en améliorant son image et ou en retenant les talents, le fameux greenwashing, si on regarde ce qu'ils font vraiment, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment pas sincères et contribuent pas effectivement à un objectif du coup social ou environnemental. Ils sont en fait le résultat de luttes internes pour détourner l'organisation du profit à tout prix, avec des arguments affirmant par exemple, et c'est souvent vrai, que les membres de cette structure refuseraient de bosser plus dur, seraient moins engagés si ces départements RSE n'existaient pas. Bon, c'est mieux que rien, mais ça ne change pas la position de dépendance de l'organisation financée par des capitaux privés. Faut quand même que les actionnaires valident, et ils valident rarement pour autre chose que le fric. C'est néanmoins possible, même si plus rare, d'avoir des actionnaires qui ont des objectifs personnels autres que la rentabilité financière. Ces objectifs sont très divers et peuvent aller de la pure philanthropie, je finance des organisations directement, au détournement automatique des profits vers des organisations à but non lucratif, par exemple des assos luttant contre la catastrophe écologique, comme l'a fait le créateur de Patagonia. Un cas bien connu en France est le rachat progressif par les grandes fortunes des médias français en difficulté, afin de profiter de leur notoriété et de promouvoir leurs théories politiques auprès de gens qui ont l'habitude de les lire. D'ailleurs, comme c'est un peu border d'assumer ça, la stratégie pour s'en défendre est la même que celle des promoteurs des départements RSE, essayer de montrer comment ces choix n'ont été pris en réalité que pour la rentabilité économique. Et à l'époque, il fallait malheureusement aller faire des économies. Canal a vécu très bien quand il était en monopole, et malheureusement, quand des grands GAFA sont arrivés, quand des grands groupes de sport sont arrivés, Canal s'est retrouvé plus en difficulté. Voilà. Moi, ma famille, je vous l'ai dit, a été très riche, et puis à un moment, elle s'est retrouvée en difficulté. Il a fallu faire des économies. Et il a fallu faire des économies chez Canal, et celui qui est allé et qui a été envoyé, c'est moi. Ce qui était mon rôle, je pense. Et c'est naturel, je vous l'ai dit à l'époque, que j'ai été le bouc émissaire, parce que quand vous voulez faire des économies aux gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne vont pas dire c'est affreux, on fait des économies. On dit c'est affreux, il intervient dans les contenus, sans en apporter aucun élément d'ailleurs. Paradoxalement, dans le cas des médias, c'est vrai que les investisseurs comme Reworld Media, rachetant des médias au bord de la faillite financière uniquement pour les transformer en planche à pub, sont moins dangereux, car leur but n'est pas de les transformer en machines à propagande pour leurs idées en vogue chez les riches. Néanmoins, même si les investisseurs voulant autre chose que le fric, ça permet de sortir un peu de l'idéologie voulant que la seule finalité possible de l'argent soit d'en rapporter plus, c'est pas des organisations humaines qui sont libérées dans ces cas, mais plutôt les actionnaires eux-mêmes qui sont libérés des hiérarchies disciplinaires. De plus, en pratique, c'est possible que quand le nombre d'actionnaires en position de décider est limité. Plus le nombre d'actionnaires est élevé, plus il leur sera difficile de se mettre d'accord sur un objectif autre que la rentabilité financière, qui reste un intérêt commun simple à accéder du fait qu'il permet de récupérer les fonds investis et donc en fait de prendre la solution, pas s'engager, rien faire. Une bonne illustration de cette règle sont les fonds d'investissement, ces structures qui réunissent une très grande quantité d'investisseurs individuels se rangeant derrière une équipe chargée de choisir la destination de leur fric à leur place pour maximiser les bénéfices. Même si une équipe gérant les fonds gagne un pouvoir de négociation face à ses investisseurs et commence à faire des investissements pour autre chose que gagner du fric, sa position est précaire car les investisseurs individuels
peuvent toujours les mettre en concurrence avec d'autres fonds d'investissement. C'est dans ce contexte que se place, par exemple, Larry Fink, dans une lettre annuelle aux investisseurs de son fonds BlackRock, ayant entrevu sa propre autodestruction au travers de la catastrophe écologique, ou selon les interprétations espérant attirer la frange des investisseurs l'ayant fait, peu importe, dans tous les cas, ils tentent de détourner leurs investissements vers des projets participant à lutter contre, ou à minima participant moins à créer l'enfer sur Terre. Et en soi, c'est pas mal. Il y tient un discours du registre de la négociation politique, tout en se positionnant bien sec en tant que capitaliste, car il s'adresse quand même à des détenteurs de capitaux. Tout comme les promoteurs de départements RSE ou les milliardaires des médias, il va tenter de concilier ces nouveaux buts au retour sur investissement en liant écologie, innovation, création d'activités et donc nouveaux profits. Il reconnaît néanmoins que ces activités s'accompagnent d'un Green Premium. Premium en anglais veut dire prime, mais en finance ça veut dire un surcoût que tu paies en plus du coût normal pour quelque chose. Ce surcoût est donc issu ici de la nature green, écolo de ces activités, ce dont il prend acte, tout en estimant nécessaire de le réduire au minimum. Il utilise donc un langage presque mathématique pour éluder une contradiction provenant d'une vérité simple. Une organisation se détournant du profit à tout prix, même en partie, sera moins profitable qu'une organisation qui ne s'en détourne pas. Un investisseur voulant participer à la sauvegarde de sa planète pour la survie de ses descendants doit accepter d'investir à perte ou du moins d'obtenir des retours financiers moins importants à court terme. À court terme parce que si on suit la logique psychopathe de la maximisation du profit, on peut toujours dire que le fait que ses enfants vivent mieux lui fera gagner ou moins perdre de fric. Il faut noter que ce type d'investissement privé n'obéissant pas à la rentabilité à tout prix n'est en fait pas du tout exceptionnel. Des fonds se sont, de manière plus forte mais moins médiatique que Larry Fink, spécialisés dans les ISR, investissements socialement responsables, en apportant leur soutien à des projets jugés soit bénéfiques à la société ou à minima qui ne sont pas jugés nocifs. Dans la même veine, on a les fonds d'investissement dans les entreprises certifiées B Corp qui ont pour prérequis légal, donc on peut leur coller un procès au cul s'ils ne le respectent pas, de ne privilégier aucun élément parmi l'environnement, la communauté, les clients, les fournisseurs et bien sûr toujours les actionnaires qui financent tout ça. Il existe également des fonds religieux obéissant à des principes divins comme la finance islamique qui suit les principes de la charia ou les fonds chrétiens qui se conforment à la doctrine sociale de l'Église, du Conseil pontifical Justice et Paix. Néanmoins, même si ces types de structures sont évidemment un point positif dans un monde du capital investissement dominé de manière écrasante par les retours financiers à court terme, le point commun de tous ces fonds est qu'ils sont systématiquement en conflit interne entre les valeurs qu'ils portent et le désir de rentabilité financière. Ça peut être les nombreuses polémiques par exemple autour des investissements des ISR ou les fonds chrétiens qui ne sont pas toujours responsables et en intégrant de manière plus ou moins discrète des investissements non conformes à la nature ou Dieu pour maintenir une rentabilité acceptable, ou l'intégration par le label B Corp de critères de rentabilité financière pouvant entrer en contradiction avec les autres. Bon, au moins eux ils sont honnêtes et t'expliquent qu'ils n'ont pas le choix. On peut également s'intéresser aux polémiques autour de la murabaha dans la finance islamique. Dans la charia, la loi religieuse que beaucoup de croyants appliquent, les prêts avec intérêt, le fric qu'on doit te donner en plus aux gens qui te financent ton projet ou orga, sont interdits. On n'a droit de prêter que sans intérêt, ce qui évidemment décourage plus d'un connard. La murabaha est un mécanisme un peu complexe, mais qui en gros copie le mécanisme d'intérêt tout en essayant de rester conforme à la charia, du moins à sa version littérale, un peu comme un avocat véreux qui ferait relâcher Pablo Escobar sur une petite ligne oubliée de la loi qui n'a pas été respectée. En gros, pour la faire courte, le prêteur, la banque, achète pour toi le truc que tu veux utiliser, tu l'utilises, puis ensuite tu lui rachètes le truc plus tard un peu plus cher. La différence entre le prix d'achat par la banque et le prix à laquelle elle se fait racheter le truc jouant un peu le même rôle que les intérêts. On a donc bien une tension permanente entre deux tendances de fonds. D'un côté, de vraies valeurs partagées par cette communauté de détenteurs de capitaux privés, et de l'autre, leur désir de récupérer leur mise de manière multipliée, phénomène renforcé par la difficulté de s'engager dans son investissement s'il est trop opaque. Les fonds n'obéissant pas à la logique du profit, les fonds caritatifs, sont régulés en France sous la forme de fonds de dotation, structure inspirée des Financial Endowment américains
qui chopent des thunes pour des projets à but non lucratif sans donner aucun droit aux apporteurs de capitaux. De la même manière que les fonds à impact, les structures financées par ces fonds obéissent directement à la volonté de leurs investisseurs, à la diff qu'il n'est plus possible de magouiller pour faire du fric, ou alors on peut, mais on s'expose alors aux tribunaux. C'est le cas d'écoles privées comme la Harvard Business School, financées par leurs anciens élèves qui forcément kiffent l'école qui a fait ce qu'ils sont et où ils se sont mis les plus grosses mines de leur vie, de la fondation Bill and Melinda Gates qui lutte avec sincérité contre la pauvreté mais qui est accusée de conflit d'intérêts en promouvant les labos et produits des multinationales les finançant, et en France l'Institut Diderot, financé par plusieurs sociétés d'assurance mutuelle et qui publie des analyses sociales libérales, ou le fonds de dotation Sœur Marguerite qui finance des écoles primaires francophones au Congo, en Inde et au Liban. De plus, on ne peut pas terminer cette partie sur les fonds sans souligner qu'il existe des fonds dits activistes, achetant des parts d'entreprises pour les contraindre à se restructurer afin de gagner encore plus d'argent. Pour la faire courte, ils achètent des entreprises qu'ils ne jugent pas tourner à 100% vers le profit pour les réorganiser afin qu'elles le soient. Ces fonds sont paradoxaux car s'ils promeuvent bien une idéologie, celle de rediriger les objectifs d'une organisation privée exclusivement vers la rentabilité financière, ils ne changent pas l'ordre du monde mais au contraire le solidifient. Les organisations se sont déjà tournées vers le retour sur investissement depuis 500 ans. Il ne faut en fait que pousser un peu plus cette tendance. C'est pas leurs idées qui veulent changer le monde tel qu'il est, mais le monde tel qu'il est qui a changé leurs idées. Les fonds activistes sont en fait les fonds les moins activistes, lol. Un exemple notable est Bluebell Capital, qui sont parvenus à évincer Emmanuel Faber de la tête de Danone en mars 2021 pour avoir déclaré que le but d'une entreprise n'est pas de créer de la valeur pour les actionnaires, terme utilisé dans la finance pour mentionner le fric donné aux actionnaires, en privilégiant plutôt la transition matérielle du groupe vers la production de nourriture plus saine, plus écologique et générant moins de souffrance animale. Pour nous, c'est une question d'équilibre. Nous n'avons jamais critiqué la stratégie du ESG. Pour nous, c'est une question d'équilibre entre ça et entre la création de valeur pour les actionnaires. Donc, ce sera le mot de la fin, c'était déséquilibré en fait, sous Emmanuel Faber. Entre la RSE Exactement. Et la performance, il y avait un déséquilibre. Bon, intéressant. Exactement. Néanmoins, le cas d'Emmanuel Faber est intéressant. Si les créanciers peuvent exercer une pression, et y parviennent dans la majorité des cas, ce n'est pas une fatalité. Ce mec a quand même réussi à tenir 4 ans de 2017 à 2021. Il est donc possible, même si c'est dur, de bâtir un écosystème politique interne et externe à l'organisation permettant de résister à la pression des investisseurs. Il est primordial pour ça d'accumuler un fort capital symbolique, que beaucoup de personnes soient en accord avec le but recherché et ou relationnel, d'avoir des gens sûrs qui peuvent aider, en fait, de politiser l'organisation. Que ce soit comme évoqué précédemment au travers des départements RSE, des négociations et discours faisant aligner les intérêts des investisseurs avec un objectif autre, ou basiquement en agissant sur le réel sans le mentionner dans les rapports officiels, il serait faux de dire qu'il est impossible de faire quoi que ce soit dans ce type d'organisation. Car si on renverse la chose, oui, on est sous pression des investisseurs, mais la concentration de capital en un point donné permet de décupler la portée de ce qui est possible. On pourrait dire la même chose pour l'État. D'ailleurs, la comparaison État-organisation privée avec beaucoup d'actionnaires est intéressante, dans la mesure où elle compare deux types de structures présentant des similarités quant à leur financement. Un grand nombre de personnes les financent, par l'impôt ou par l'investissement initial, tout en étant différentes dans leur mode d'action. Premièrement, il faut noter que l'impôt est récurrent, tandis que l'investissement dans des organisations privées peut être récurrent ou se faire une seule fois au début. Ces relations entre les financeurs et l'organisation avec leurs droits et devoirs varient selon le type d'organisation. En démocratie, les administrés d'un État le financent, mais peuvent en retour y placer un certain nombre d'élus. En dictature, c'est pareil, si tu payes pas, on te défonce, mais c'est pire, car il n'y a pas d'élus. Du coup, en général, tu payes plus et reçois moins parce que tu n'as pas de pouvoir de négociation. Dans les organisations privées que sont les entreprises, les actionnaires élisent donc un conseil d'administration qui aura le pouvoir de nommer et révoquer des personnes dans la chaîne de commandement disciplinaire. Et, comme on a vu, les relations investisseurs-organisation peuvent varier dans un même type d'organisation. Une boîte peut être plus ou moins en position de force face à ses financeurs selon la configuration politique. Une ONG peut avoir plus ou moins les mains libres selon l'influence de ses apporteurs de capitaux.
un État sera plus ou moins démocratique selon la configuration politique et les luttes du passé. D'ailleurs, la meilleure preuve que c'est jamais écrit en avance et qu'il y a toujours des micro-rébellions à mater, c'est qu'on compte plus le nombre de livres pour actionnaires avec toutes sortes de théories mathématico-politico-financières pour aligner les intérêts des actionnaires avec les dirigeants d'entreprises, montrant bien que c'est pas gagné d'avance. On peut donc généraliser en exprimant que les relations entre apporteurs de capitaux et l'organisation sont une négociation. Les apporteurs de capitaux ont bien sûr un avantage, mais il est possible de renverser la tendance, comme les anciens l'ont fait par le passé quand ils ont démocratisé l'État. Ces négos tournent autour d'un certain cadre juridique définissant et standardisant les grands types de contrats investisseurs-structures au niveau d'un pays, aujourd'hui au niveau mondial, cadre juridique qui est lui-même le résultat de négociations et de luttes ayant eu lieu sur un temps plus long. Un bon exemple en France est la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association, définissant un cadre légal pour un certain type d'organisation à but non lucratif, mais capable de concentrer des financements, qui est le résultat d'une lutte sociale d'un siècle. En effet, la victoire politique de la bourgeoisie, les détenteurs de capitaux, à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, a eu pour conséquence de créer un cadre législatif très avantageux pour les structures à but lucratif, leur donnant pas mal de pouvoir, car c'est eux les proprios, avec la loi d'Allard établissant notamment la liberté d'entreprise à but lucratif, suivi des lois Le Chapelier de 1791 interdisant les guildes, corporations et groupements d'intérêts particuliers de l'Ancien Régime qui agissaient entre autres comme des espèces de syndicats, diminuant donc les bénéfices des actionnaires. Reconnaître que les organisations à but non lucratif pouvaient exister fut une victoire significative qui n'aurait pu être gagnée sans la création illégale mais légitime de structures du type sous les radars de l'État autoritaire, bourgeois et moustachu du XIXe siècle. Il y a une différence entre légalité et légitimité, big up donc au cours d'éducation civique pour ceux qui ont connu, où on nous apprend ça avec l'exemple souvent copié, jamais égalé, de la Seconde Guerre mondiale encore, où Vichy était légal mais illégitime, versus les forces françaises libres et la résistance qui était illégale mais légitime. En conclusion, le mode de financement par capitaux privés présente donc des avantages importants au vu de leur flexibilité et rapidité, mais peut facilement conduire à la prise de contrôle de l'organisation et son détournement vers d'autres buts. Ça ne veut pas dire qu'il soit impossible de réussir à sécuriser une forme d'autonomie, mais elle se fait systématiquement sous toute forme de pression mettant en danger sa pérennité à long terme. La position la plus confortable est bien entendu d'être en accord total avec ses financiers et ce dès le départ, de les connaître et de leur faire confiance. Mais c'est pas facile, il faudrait pour ça les choisir soigneusement et préférer quand c'est possible obtenir moins de fonds, mais avec des investisseurs moins demandeurs. À défaut, l'option la plus crédible est d'adopter une position de force dans les négos avec eux, par exemple en les mettant en concurrence si on a la chance d'avoir plusieurs candidats, ou en utilisant leur fric que pour les financements initiaux afin d'éviter les renégociations futures qui sont autant d'occasions de pression, pendant et en prévision de leur tenue, genre « Ah, tu m'obéis pas, très bien, t'as le droit, on reste tranquille, mais quand t'auras besoin de fric, je demanderai qu'on te vire, bisous. » Il est également possible de promettre de leur donner quelque chose en retour dans un temps futur, comme par exemple le capital symbolique d'avoir financé un projet ayant contribué à un objectif d'intérêt général. Cette dernière option a l'avantage de remettre un tout petit peu de démocratie dans le processus. En effet, le juge suprême de si un projet contribue ou ne contribue pas à l'intérêt général est la majorité qui est capable de dire si c'est bon ou pas, ou du moins la majorité informée de l'existence du projet parce que des fois beaucoup s'en battent la race, ce qui permet d'aligner un peu plus leurs intérêts avec ceux des détenteurs de fonds privés. De plus, il est indispensable de limiter le nombre d'investisseurs afin de réduire le risque de perte d'intérêts communs autre que le fric. Même si ce n'est pas toujours possible, il est nécessaire, quand on peut, de cadrer cette participation, si possible juridiquement et dès le départ, en créant une structure juridique qui serait impossible à détourner dans le futur. C'est ce qu'a fait par exemple en France le journal Mediapart en empruntant afin d'acheter les parts de ses actionnaires historiques pour les transférer dans une structure à but non lucratif, un fonds de dotation, structure juridique dont on a parlé tout à l'heure. Et bon, ça c'est pour la partie si on crée une structure dans son coin, hein. À long terme et collectivement, il est nécessaire de négocier politiquement des moyens légaux, plus à l'avantage des organisations face à leurs apporteurs de capitaux. C'est un sujet complexe dans la mesure où il existe déjà dans beaucoup de pays des structures similaires à l'association loi 1901 en France,
structures qui n'obtiennent qu'une part infime des capitaux disponibles dans la mesure où elles sont mises en concurrence avec des structures donnant tous les droits aux apporteurs de capitaux. En plus d'imaginer donc des structures légales plus libres comme on le détaillera dans les prochaines parties, peut-être qu'une option plus globale, à l'échelle comme on dit chez les gens bien, serait de changer en profondeur les modes et rapports humains en baissant les droits légaux et financiers sur les structures à but lucratif, comme par exemple au hasard le vote des employés aux assemblées générales, peut-être au-delà d'un certain nombre d'employés pour ne concerner que les grandes organisations disciplinaires, mais même pour ça, pas sûr. En fait, c'est un débat à avoir collectivement. Et pour ceux qui disent que c'est bien gentil, mais c'est un doux rêve impossible, on leur rappelait qu'avant la loi Dallard de 1791, on n'avait juste pas le droit d'ouvrir des business, il n'y avait pas des histoires de qui vote ou pas, quelles règles, etc. Si tu faisais ça, 1, on te fermait ta boîte, et 2, t'allais en prison bosser toute la journée, oui, mais gratos. Pour exercer un métier, fallait appartenir à la corporation de ce taf et en suivre ses règles spécifiques, qui étaient des fois grave arbitraires, genre des bonnes grosses familles avaient créé une espèce de mafia. Ça se filait les charges entre cousins, au calme, bon, la classique, mais en même temps, protéger les membres y appartenant. Comme d'hab, il y avait du pour et du contre. Maintenant, bon, c'est loin d'être simple. Ce droit est aujourd'hui plus ou moins standardisé à l'échelle mondiale, ce qui a été fait principalement pour faciliter la mobilité des capitaux entre pays, rendant la majorité des pays un peu flippés à les changer tout seuls, dans leur coin, de peur de perdre leur place dans le grand classement mondial des meilleures cuvettes à investissement, et nécessite donc des négociations à tous les niveaux, local, national et international. C'est compliqué, oui, mais on est obligé de passer par là si on pense qu'il faut sortir de cet ordre fou des organisations courant après le fric, au point de détruire l'environnement des gens qui y dédient pourtant leur vie, afin qu'on soit libre de s'intéresser à ce qui concerne vraiment l'humanité. La dernière façon d'obtenir des financements est de s'autofinancer. Évidemment, là, ça résout pas mal de problèmes parce que, par définition, il n'y a pas de pression extérieure et l'orga pourra alors se concentrer sur n'importe quel type d'objectif. Dans cette configuration, les membres de la structure décideraient donc de ces orientations selon leur organisation politique interne. En effet, vu qu'il n'y a pas de donneur d'ordre venant de l'extérieur, la structure interne de décision prend le relais et les éternelles questions de l'organisation pratique des relations entre membres d'un groupe humain reviennent se poser. On peut alors faire appel à la tradition, aux techniques de vivre ensemble émancipatrices découvertes il y a plusieurs millénaires, qui, comme expliqué en intro, nous proposent la démocratie ou des tribunaux. Ça marche pas si les contributions des membres sont trop disproportionnées au fur et à mesure du temps. S'il y en a qui payent plus, petit à petit, ils pourront prendre l'ascendant sur les autres. Il est donc nécessaire de réfléchir sur le montant maximal que peut prendre une contribution individuelle. On peut par exemple fixer une somme max à donner en s'inspirant du financement des partis politiques en France, où on peut plus donner plus d'une certaine somme, aujourd'hui 7 500 €, à un parti depuis 1988, suivi de la loi du 19 janvier 1995 interdisant le financement par les assos ou entreprises, car des petits malins s'en servaient pour magouiller afin de donner un peu plus, pour enfin être limité par personne, peu importe le parti politique, car des magouilleurs plus créaient plein de micro-partis de merde pour les manipuler afin de faire gagner leur parti principal. Dernière loi adoptée, dans la douleur on va dire, par le vote de l'Assemblée nationale contre l'avis du gouvernement lors de la loi de la moralisation de la vie publique prise en 2013, dans la foulée de l'affaire Cahuzac, où il avait des millions dans des comptes en Suisse puis à Singapour. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Régler en pourcentage des revenus ou du patrimoine est également une possibilité, plus juste parce que l'effort est mieux réparti, mais qui donnera fatalement un poids plus élevé aux membres plus riches, qui pourront à chaque négociation expliquer de manière plus ou moins claire que leur départ, si jamais on les fait trop chier, serait, disons, plus regrettable pour la structure que le départ de leurs ennemis. On peut éviter ça en décrétant que les membres plus fortunés ne paient qu'à la fondation de la structure de manière à ce qu'ils puissent jamais utiliser des potentiels dons futurs pour peser dans les négociations, car c'est l'argent pas encore donné qui permet de négocier. Le reste, comme tout bon marchand de tapis le sait, c'est du passé. Et le mieux, c'est quand même que ce soit clair lors de la création de la structure qu'un capital à portée plus élevée n'en donne pas des droits plus importants. Cette négociation est difficile, prend du temps et fait un peu chier tout le monde, mais elle n'a lieu qu'une seule fois,
et donc ne met pas en danger la structure sur le long terme, comme cela arrive si l'on négocie trop souvent et qu'on passe plus de temps à s'engueuler qu'à agir. Elle peut aussi être l'occasion de mesurer dès le départ l'engagement des membres et les véritables intérêts des différents membres fondateurs de la structure. Quand on parle cash, sonnant et trébuchant, les gens rigolent moins, et de tuer dès le départ les vers dans la pomme avant qu'elles pourrissent. C'est forcément le mode de financement permettant d'être le plus libre, mais également le plus difficile à mettre en place, de par les fonds plus limités des créateurs de la structure que l'État ou du marché mondial de l'investissement. Les grandes organisations multinationales ayant réussi à atteindre la taille qu'elles ont aujourd'hui grâce à la concentration de capitaux provenant d'une multitude d'investisseurs, elles pourront exercer une concurrence déloyale et attirer à elles les capitaux, compétences, ressources et capital symbolique qu'elles pourront utiliser pour déstabiliser les structures de taille plus réduite, ce qu'on appelle communément la concurrence. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas vu une multinationale agroalimentaire prendre le dessus sur une coopérative, un Rockefeller armé de sa Standard Oil Company rachetant les petites exploitations pétrolières de gré ou de force, tout en se servant de ses connaissances pour mieux organiser sa production et donc produire moins cher. Un fonds d'investissement racheter une à une les entreprises d'un secteur pour en réunir les techniques et les compétences, rendant l'ensemble plus compétitif. Bon, c'est pas mal dit comme ça, mais du coup ça s'accompagne, comme on l'a vu, d'une prise de pouvoir des capitaux privés, et donc par le diktat de l'argent qui va ensuite détruire les vies et la nature. Bon, dommage. La solution du modèle mutualiste, des coopératives, est de multiplier les membres, appelés les sociétaires, afin de permettre l'apparition de structures de la même taille que ces grandes multinationales financiarisées, mais dont le financement serait assuré par les bénéficiaires de la structure. L'Institut Montaigne, pourtant traditionnellement libéral, en reconnaît l'efficacité économique et note que ce modèle est déjà majoritaire en France dans l'industrie des services financiers, c'est-à-dire les banques et assurances. Côté plus informel, on a par exemple le cas classique des associations de taxis qui sont apparues partout dans le monde, comme lors de la création de taxis collectifs à Buenos Aires en 1928, documenté par le militant anarchiste Diego Abad de Santillán. Il y eut en 1928 une crise déprimante des services de taximètres à Buenos Aires. Les mois ont passé et cette situation n'a montré aucune perspective de fin proche. Que faire ? Et c'est alors que m'est venue l'idée suivante. Au lieu de circuler avec les taximètres au hasard à la recherche de passagers, il faudrait agir autrement. Les mettre en file, avec des itinéraires fixes d'un endroit à l'autre, comme tramway électrique et avec un tarif bas et populaire équivalent à celui des tramways. Le taxi privé est devenu un taxi collectif. C'était de grandes voitures. Elles pouvaient transporter, avec des sièges facilement ajoutés, jusqu'à 6 passagers. Ils se déplaçaient rapidement et rivalisaient avec succès avec les tramways. La population de Buenos Aires a pris ces véhicules avec sympathie. Un autre exemple en France est celui de la coopération maritime, qui rassemblera au départ différentes coopératives de pêcheurs bretons créées à la fin du XIXe siècle. Ils mettront en place une banque mutualiste, le Crédit Maritime, dont les prêts seront utilisés pour financer les achats de matos des marins, achats qui seront groupés afin de faire baisser les prix des fournisseurs. Ces réseaux se développeront et rassembleront un nombre toujours plus important de coopératives maritimes, ouvriront les achats groupés aux non-professionnels avec la création d'un réseau de magasins grand public en 1979, les comptoirs de la mer, apporteront un accompagnement technique, légal et opérationnel aux coopératives ou soutiendront leur nécessaire transition écologique. Et comme toute organisation atteignant une taille critique, la coopération maritime finira par avoir sa voix au niveau national, aujourd'hui européen, pour représenter les intérêts de ces coopératives membres. Les marins, au travers de ces coopératives réunies en fédération au travers du XXe siècle, sont aujourd'hui capables de pratiquer le lobbying dans la même cour que les grandes multinationales contrôlées par des capitaux privés. On pourrait donc en théorie imaginer ce modèle mutualiste remplacer la plupart des grandes structures à but lucratif de notre époque. Par exemple, pour reprendre l'exemple des taxis, il y a une opportunité de créer une application du même type que Uber, Bolt et les autres applications de VTC, mais dont les parts sociales, la propriété, seraient détenues à égalité parmi les chauffeurs. Le fonctionnement technico-administratif serait similaire, on aurait les mêmes ingénieurs pour faire la techno, services de mobilité ou comptables pour regarder si le fric va bien où il doit aller, à la différence que les résolutions ne seraient pas votées dans un conseil d'actionnaires obscur complotant dans une cave pour monter les commissions, elles seraient votées par les chauffeurs directement sur l'appli entre deux courses.
À chaque nouvelle décision les impactant, comme un changement dans l'algorithme attribuant les courses et les prix, ils en seraient avertis par une notification où ils pourraient donner leur accord ou leur rejet. Dans ce modèle, il est extrêmement important que la participation puisse se faire de la manière la plus simple possible. Le problème des organisations existantes est une certaine complexité qui mécaniquement réduit la participation à ceux qui la maîtrisent, qui savent naviguer dans l'océan de papier et d'email, à quel rendez-vous il faut être présent et à ceux où on va juste pour blablater. Ils peuvent, selon les situations, être à l'intérieur ou à l'extérieur de l'administration de la structure, mais ont pour point commun de profiter de l'ombre pour prendre des décisions en secret d'entre eux. La simplification de la participation des membres d'une organisation permet aussi de multiplier là où on peut participer, de manière très terre-à-terre. Si on comprend de quoi en cause et voter pour ou contre prend moins de 10 minutes, alors il est possible de voter sur 6 trucs en 1 heure. Et bon, pour répondre en avance aux gens démagogues, ça veut évidemment pas dire que la réflexion sur chacun des sujets, qui peuvent être importants, doit se faire et se fera en 10 minutes. Elle sera exactement comme pour les membres des conseils d'administration actuels, construite par l'expérience passée du membre dans cette structure, qui par définition la connaît bien, il y passe genre sa vie, ainsi que par les débats avec les autres membres qui ne manqueront pas de se multiplier à mesure qu'ils se politisent. Comme on a dit, on peut appliquer au système mutualiste les mêmes constats que dans les systèmes d'État démocratiques. Plus la possibilité de vote et d'influence est forte, plus les votants sont politisés et prennent part au débat sur le fonctionnement. Donner de la voix aux gens crée, renforce automatiquement la politisation. Si les décisions sur ta vie sont prises dans une grotte par des riches reptiliens Illuminati qui t'en informent par la presse, t'as moins envie de t'investir, d'en débattre ou d'avoir un avis que si on te demande ton avis toutes les semaines sur les sujets du moment. C'est d'ailleurs le phénomène qui se produit aujourd'hui dans les structures représentatives des employés, comme les syndicats. Là, effectivement, ils ont rehaussé la course minimum à 12 € à Roubaix, l'une des villes les plus pauvres de France. Et à Lille, là où il y a un flux de courses, ils laissent encore à 6 €. Donc ils ont augmenté effectivement la course minimum un peu partout, sauf à Lille. Là, il reste à peu près 5-6 km autour de Lille, où c'est pas encore à 12 €. Au niveau de la démocratie d'État, les citoyens suisses discutent plus de la chose publique que les Français, eux-mêmes débattant plus que les Turcs, ces derniers étant plus politisés que les Égyptiens. Et bon, là on parle des grosses organisations, mais évidemment quand c'est possible, les organisations locales sont plus émancipatrices que les gros systèmes avec plein de règles. Le problème, c'est que c'est pas toujours possible. Pour avoir des organisations locales, il faut vivre en circuit court, car vendre à un marché, donc d'autres organisations au-delà de ce que la communauté connue et maîtrisée peut contrôler, expose en théorie à l'incertitude et aux mystérieuses et anonymes, entre guillemets, forces du marché. Bon, déjà c'est pas ouf, mais en réalité, au-delà de la théorie, soumet aux grandes organisations disciplinaires établies, grosses boîtes ou États, qui peuvent contrôler à qui elles vendent, achètent, ou comment ou qui taxer, commissionner et pourquoi. En France, comme ailleurs, il est connu que les PME, les petites structures sympas où Pauline prend le café avec Paul et Ahmed tous les matins en discutant de leur dernière barbecue merguez poivron, ils ont une très forte dépendance aux grandes entreprises et structures qui sont leurs clients et peuvent donc imposer leurs conditions sous menace plus ou moins voilée d'arrêter leurs commandes du jour au lendemain, mais également aux distributeurs de leurs produits et services, comme souligné et documenté par exemple dans un compte-rendu de la session du 6 avril 2016 de la Commission aux affaires économiques sur la proposition de loi visant à mieux définir l'abus de dépendance économique, numéro 3571. Ce sont les abus qu'il faut combattre. Autrement dit, la situation où l'un des partenaires, le plus souvent une très petite entreprise, TPE, ou une PME, ne peut trouver une solution alternative s'il refuse les conditions que lui impose le distributeur. S'il est donc possible de créer une structure à l'échelle locale, faut pas oublier de, bien sûr quand c'est possible, éviter de se reposer sur des structures extérieures incontrôlables, comme donc des distributeurs, grands clients, fournisseurs ou subventions pouvant être remises en question, sous peine de n'obtenir qu'une liberté illusoire et temporaire, et de se lever un matin pour recevoir par lettre recommandée que t'as plus de thunes parce qu'un connard à 1000 km a décidé pour des raisons random de que l'argent serait mieux ailleurs. Des exemples de telles structures autonomes sont les producteurs et coopératives agricoles, réussissant à vendre la totalité de leur production localement à leurs potes, les entreprises de travaux BTP ayant toujours des clients dans un périmètre limité, et de manière plus profonde, des communautés vivant en autosuffisance. Il est à noter, au niveau de la régulation nationale, qu'un salaire universel, comme proposé par plusieurs partis politiques, aiderait grandement de telles organisations coopératives à émerger. En effet, un des grands freins à l'apparition de telles structures est le peu de capitaux disponibles à une grande partie de la population,
ce qui les empêche de ne serait-ce que contribuer un tout petit peu à de telles coopératives, même en tant que consommateurs. Car il existe plusieurs degrés d'approfondissement de ce modèle. Ou si on parle beaucoup des coopératives de travailleurs, on peut aussi imaginer des coopératives de consommateurs, c'est-à-dire de structures qui seraient intégralement possédées par ceux qui utilisent leurs services. Ces utilisateurs pourraient faire fonctionner la structure en y consacrant eux-mêmes du temps, comme c'est le cas dans certains supermarchés ou crèches autogérés, mais le temps n'étant pas infini et surtout n'importe qui ne pouvant exécuter n'importe quelle tâche, la spécialisation a ses avantages, contribuer sous forme d'argent permettrait de faire partie de plusieurs organisations sans forcément devoir apprendre à y participer. Que ça soit possible, c'est sûr, puisque ces structures où tu as des services en échange d'argent existent déjà aujourd'hui, genre absolument partout. La seule différence dans ce système, ce serait la répartition des capitaux les finançants, qui proviendraient des utilisateurs du service eux-mêmes, et donc derrière, leur propriété et leur contrôle. Sans dire que faudrait l'égalité parfaite de la répartition des richesses qui, en plus d'être difficile à organiser en pratique, nécessite pour être installée la création de mécanismes de contrôle qui risquent de recréer des hiérarchies disciplinaires et favoriser la corruption. Difficile d'empêcher les gens chargés d'être sûrs que tout le monde a la même chose, de ne pas s'en mettre plein les fouilles entre deux contrôles. Il est certain que plus les richesses sont réparties équitablement, plus le terrain est favorable à l'émergence de coopératives d'employés et d'usagers. Néanmoins, il serait faux de dire que ça suffirait et que magiquement elles apparaîtraient toutes seules, on ne sait pas comment, car tout comme des conditions de marché favorables ne créent pas des entreprises de manière magique par la main invisible de Dieu, la création de structures coopératives à un niveau national ou global demande un engagement initial, politique et militant. Elle demande de l'action et de la volonté humaine. Cet engagement est similaire à ce qui a pu être lancé par le gouvernement et l'État français dès 2015 sous l'appellation French Tech pour favoriser la création de start-up en France. Pour ce faire, des mesures visant à créer le climat économique favorable à la création de cet objectif ont été prises, comme des investissements publics massifs, des crédits d'impôt ou des procédures d'obtention facilitées de visa pour les étrangers aux compétences jugées utiles. Mais cela n'aurait pas été aussi efficace sans tout un travail politique de défense de formation à la méthode entrepreneuriale, de valorisation de la démarche de création d'entreprise et de mise en avant des succès existants. Cette méthode s'est révélée efficace et a pu augmenter le nombre de capitaux levés par l'écosystème français de moins de 1 milliard en 2012 à 13 milliards en 2022. Il est donc raisonnable de penser qu'il est possible de faire quelque chose de similaire avec des coopératives, qu'elles prennent les formes traditionnelles ou se muent en, si on veut faire moderne, start-up coopérative. La poussée peut venir, comme pour la French Tech, des structures étatiques existantes, mais aussi de n'importe quel groupe politique désirant en promouvoir l'organisation. Comme les financements, par définition, se doivent devenir des usagers et des employés de telles structures, il n'est pas besoin pour l'État d'apporter des capitaux comme dans les politiques de subvention traditionnelles. L'État peut néanmoins favoriser leur apparition par des mesures redistributives comme une taxation des hauts revenus pour les redistribuer en subventions ou revenus de base, ou s'il veut un peu plus de contrôle en distribuant des capitaux sous condition de ne les utiliser que pour la création de telles structures. Maintenant qu'on a parlé des 3 grandes catégories de financement de notre époque, à savoir par un État souverain, par des capitaux privés ou bien par les membres ou utilisateurs de la structure, il y a un principe de réalité qui implique qu'il est nécessaire dans une très grande quantité de circonstances de faire appel à des capitaux provenant de sources diverses. En effet, il est rare d'avoir le luxe de pouvoir choisir la totalité de ces financements, voire même une partie d'entre eux, et bien souvent la nécessité contraint d'accepter ce qui est dispo. De plus, varier les sources de revenus permet d'être moins dépendant à une en particulier. Pareil, conseil de coach en investissement YouTube, mais c'est vrai, normalement c'est vendu sous forme de formation 500 balles, et là, c'est donné gratuit. En fait, cette vidéo vous fait économiser. Néanmoins, tous les projets ne sont pas égaux, il y en a qui marchent de ouf, tout le monde les kiffe, d'autres les plus nombreux, c'est un peu la misère. Si on est dans la première situation, on n'a pas de problème pour trouver des sous, mais même si, comme dans la plupart des cas, on se trouve dans la deuxième situation dans la dèche, il existe toujours un certain degré de liberté plus ou moins grand, et de toute manière, on ne perd rien à essayer de gratter. Si on est convaincu que la méthode de financement mutualiste résulte en une plus grande démocratie interne, compléter ces financements par d'autres moyens peut permettre d'augmenter considérablement la portée de l'organisation, quand elle n'est pas indispensable juste à ce que le projet se fasse. Mais il ne faut pas oublier que c'est un jeu dangereux. Cette participation extérieure n'est jamais gratuite et peut résulter en un redétournement de l'organisation à de nouvelles fins.
La question est donc, comment profiter de cette aide sans se compromettre, sans revenir à la logique actionnariale où les plus gros miseurs ont le plus de droits? On peut imaginer diverses astuces, comme pas payer les financeurs, mais cette option ne peut se faire qu'une fois. Au moment où on se rend compte que t'en as niqué un, plus personne voudra jamais te prêter quoi que ce soit. En plus, bon, c'est pas très réaliste que des investisseurs privés professionnels, et donc des experts à bien vérifier et juger les projets et gens, se fassent avoir par des techniques de vendeurs de bagnoles à crédit avec des mensualités sur 30 ans, ou de télévendeurs d'assurance à 2 € par mois pour couvrir une panne de frigo en cas de catastrophe naturelle. C'est sur le thème de l'alliance qu'il faut penser ces coopérations, et donc accepter des intérêts contradictoires et le compromis. Dans un monde d'acteurs aux objectifs, disons, variés, il est connu depuis des millénaires que les ententes sont temporaires, ou soit sur le temps long, sont un moyen de parvenir à ces fins. S'il existe comme toujours des exceptions, des circonstances bien spécifiques où une organisation n'a pas eu besoin d'alliés, c'est souvent parce que cette organisation se repose en réalité sur un ordre établi et change pas grand-chose. Par définition, vouloir agir sur le monde, changer l'existant, implique de se confronter à des résistances sans lesquelles il n'y aurait pas besoin d'action et d'organisation pour faire bouger les choses. S'il est donc important de penser ces alliances dans une logique gagnant-gagnant, il est également impératif que les buts poursuivis par les deux parties ne soient pas en contradiction. Pour les capitaux privés, s'il est comme toujours très confortable de trouver des mécènes, des gens qui te financent gratos, la majorité, veulent être remboursés avec intérêt. C'est donc possible de négocier avec eux pour qu'ils acceptent de ne prendre qu'une part minoritaire, sans ou avec le moins de droits de vote possible, tout en leur garantissant un retour sur investissement. Comme ils veulent juste gagner du fric, c'est pas un deal qui devrait leur sembler soviétique. Le montage financier le plus simple pour parvenir à ce cas de figure est, quand il est possible, l'emprunt, où l'investisseur n'a aucun pouvoir de décision tout en restant assuré de récupérer sa mise avec intérêt. En effet, un achat d'actions se fait soit en attente de dividendes qui se feront pas car l'investisseur privé est pas majoritaire, sauf s'il a pour but la prise de contrôle future en achetant plus d'actions, ce qui transformerait l'orga en une boîte à fric de plus à rajouter à la longue liste des organisations qui marchaient bien toutes seules, vampirisées pour en extraire le précieux nectar de vie dont ils ont besoin pour rester jeunes et compétitifs. On a vu dans les parties précédentes qu'un grand nombre de petits actionnaires privés risquent de conduire à leur alliance pour maximiser leur seul point d'intérêt commun, le profit. Une première façon d'éviter ça, la plus évidente même si elle n'est pas toujours possible, est de garder une majorité d'utilisateurs ou membres de l'organisation, qu'on va appeler les intérieurs, forte. Cette majorité pourra, si on considère que les intérêts des intérieurs sont uniformes, garder le dernier mot. Maintenant, ça peut quand même merder s'ils se vénèrent entre eux. Il serait possible aux investisseurs extérieurs, qu'on va appeler du coup les extérieurs, de faire leur vipère et de s'allier avec là où les parties intérieures jugées les plus favorables à leurs intérêts, souvent ceux qui aiment l'argent d'ailleurs. Néanmoins, ce scénario n'est possible que si les parties intérieures en conflit ont suffisamment de haine pour en arriver là, ce qui est rare, et de toute manière, s'il y a cette situation où on préfère s'entretuer que continuer à faire quelque chose, on peut dire que il y a de toute façon un problème un peu plus général. Une deuxième manière de garder le contrôle, qui est nécessaire quand les intérieurs sont minoritaires, soit on va pas se mentir dans une bonne partie des cas, est d'accepter que la part détenue par les intérieurs soit minoritaire, on n'a pas le choix on dira, mais de cette fois, maintenir les extérieurs divisés pour l'emporter dans les décisions importantes. Pareil que dans le premier cas, mais à l'envers, cette division n'est possible que si les intérêts des extérieurs sont différents, si par exemple l'un est public, l'autre une grande fortune privée suivant une idéologie, et le dernier un fonds d'investissement. Cette négo est plus simple si on se place dans un contexte global où il y a plus de capital disponible sur le marché que de projets disponibles. Plus le ratio capital sur projet est élevé, plus la loi bien connue de l'offre et de la demande jouera alors en faveur des porteurs de projets qui pourront alors mieux pousser une organisation non ou moins disciplinaire. Ça peut paraître contre-intuitif que de l'argent ne trouve preneur, mais en fait, ça l'est moins si on exclut tous les projets de saltimbanque qu'on peut voir, consistant de manière toujours plus inventive à verser un gros salaire aux porteurs du projet. Même si tout le monde n'a pas le même avis sur ce qu'est un bon projet ou une bonne organisation, est-ce que ça réside dans la compétence des membres, leur organisation, leur fraternité interne, le réalisme ou au contraire l'audace de leur but, on peut néanmoins tous au moins tomber d'accord sur le fait qu'ils sont plus rares que les projets lunaires sortis d'on ne sait où. Cette situation est donc possible et est déjà arrivée pendant la période récente des taux négatifs, où la Banque Centrale Européenne, la BCE,
a décidé en gros de faire payer les banques si elles gardaient leur argent chez elles, et donc dans le cas des détenteurs de capitaux un peu élevés, s'ils ne l'investissaient pas dans des projets. Il est évident que si la BCE a dû faire ça, c'est que les investisseurs préféraient garder leur argent au lieu de l'utiliser pour une raison ou pour une autre. S'il y a débat sur si c'était causé par un manque de projets sérieux au vu de l'augmentation progressive du taux de branleurs au kilomètre carré dans le monde, ou par un manque de compétences chez nos amis les banquiers à les trouver trop occupés qu'ils étaient à spéculer sur les actions Total ou Carrefour, bon, les partisans des deux positions peuvent s'accorder sur le fait qu'il y avait plus de capitaux disponibles que d'énergie identifiée pour les utiliser. Enfin, on a vu que de devoir redemander des financements dans le futur impliquait un rapport déséquilibré avec des futurs financiers avant et pendant le réglage de comptes qui arrive fatalement au moment du renflouement. Une stratégie pour éviter ce cas de figure serait d'utiliser les apports extérieurs pour les investissements au départ, donc les grosses machines, etc., et de faire ça quitte à dépenser plus au départ pour payer moins après, donc par exemple acheter des machines plus chères qui permettent de moins dépenser après, poser des bases solides pour moins entretenir et pas avoir besoin de renégocier plus tard. Dans les parties précédentes, on a parlé d'un point de vue individualiste. On s'est placé dans la lignée de notre époque en mode cow-boy qui doit se démerder tout seul dans ce monde de merde. Si l'action, même en groupe, passe par des actions individuelles, il est nécessaire de terminer cette vidéo sur des mesures collectives qui seraient possibles de prendre afin de baisser les droits des détenteurs de capitaux à contrôler les organisations dans lesquelles ils ont investi. Et il faut enfin que dans les entreprises, la participation directe du personnel aux résultats, au capital et aux responsabilités devienne une des données de base de l'économie française. Il n'y a aucune évidence à ce qu'un apporteur de capitaux, n'agissant et ou ne bénéficiant pas des services d'une structure précise, puisse y prendre des décisions. En fait, c'est le résultat d'un compromis et d'un rapport de force. Comme remarqué par Berle et Mintz et popularisé par Chamaillou, qu'on connaît un peu parce qu'on a fait une vidéo sur son œuvre sur la chaîne, encore une vidéo de ouf, je vous conseille, Adam Smith remarquait déjà en 1776 que les intérêts des investisseurs et gestionnaires d'une structure pouvaient diverger. Les directeurs de ces sortes de compagnies, les sociétés par actions, étant les régisseurs de l'argent d'autrui plutôt que de leur propre argent, on ne peut guère s'attendre à ce qu'ils y apportent cette vigilance exacte et soucieuse que des associés apportent souvent dans le maniement de leurs fonds. Si Adam Smith ne s'inquiétait que des soucis que ça pourrait poser aux organisations pour exister, et moins sur un détournement de leur but créant petit à petit la société disciplinaire d'aujourd'hui qui, comme c'est celle d'aujourd'hui, n'existait pas encore à son époque, on peut quand même dire qu'il a été identifié dès le départ de la théorie libérale que les intérêts et donc les objectifs promus par les apporteurs de capitaux ne sont pas forcément ceux des membres des structures, et encore moins de l'intérêt général. Sachant qu'en termes de nombre, ces apporteurs de capitaux sont minoritaires, que souvent ils sont externes à l'organisation, il n'est pas forcément optimal, du moins si on est démocrate, que le droit leur confie le pouvoir de nommer les dirigeants et donc indirectement d'organiser la structure, et ce encore moins sans aucun contrôle, car cela revient en pratique à leur donner un contrôle disproportionné et arbitraire sur la vie quotidienne de trop de people. De plus, à l'argument du contrôle social, on peut aujourd'hui ajouter l'argument du contrôle écologique. Avec la prise de conscience internationale de la finitude de la nature depuis la fin du XXe siècle, il est conceptuellement plus possible de la considérer comme un objet que l'on peut s'approprier sans impacter le reste des humains et des non-humains. Le droit donnant un contrôle disciplinaire sur des organisations aux détenteurs de capitaux leur permet donc également d'exercer un contrôle sur les milieux naturels dans lesquels elles opèrent. Déjà, cette partie du système juridique les autorise à se rendre responsables de destructions qu'ils n'expérimenteront pas, vu que très souvent ils vivent dans leur jacuzzi loin du lieu où s'exerce l'activité. Bien sûr, il y a des lois qui limitent ce que peut faire une organisation sur un milieu, mais comme on a vu dans la partie d'avant sur la régulation, c'est génial, mais on peut faire mieux car c'est quasi impossible de réussir à identifier et protéger le champ infini des possibles salopages de l'écosystème planétaire et des milieux de vie de ses habitants. Et là en plus on parle d'un système de régulation idéal qui n'existe pas en pratique aujourd'hui.
On a donc vu dans cette vidéo différentes options pour construire des organisations sans devenir l'esclave des apporteurs de capitaux. Comme on a dit avant, si ce capital est mesuré par l'argent, qui a un rôle d'équivalent universel mais peut paraître assez abstrait, il est en réalité composé de machines, de terres, nourriture, etc. Bref, de choses matérielles nécessaires à la réalisation de projets qui sont apportés par ces gens. On a évoqué les problèmes de notre époque qui, pour construire des organisations fortement capitalisées, se doit de les organiser en profondeur pour rendre ce capital à tous les gens qui ont mis sur la table, ce qui a créé des grandes hiérarchies disciplinaires poursuivant aveuglément l'argent au point de détruire la vie et la nature. On s'est ensuite penché sur différentes options permettant soit de construire des structures sans capital, soit d'obtenir du capital sans s'organiser en profondeur pour le fric. Comment se fait-il qu'on pense à tout ça qu'aujourd'hui, alors que ça fait des centaines d'années que ça dure ? La pensée économique et financière n'est pas nouvelle, remontant aux physiocrates du XVIIIe siècle, voire avant, et l'on peut se demander ce qui a empêché une économie et vie professionnelle dédisciplinarisée d'émerger alors que les anciens non seulement sont pas plus cons que nous, mais on peut se demander si c'était pas l'inverse car ils étaient moins matrixés. À ça, on peut apporter plusieurs réponses. Premièrement, l'étude de l'apparition et l'utilisation de la discipline est récente et est apparue avec les travaux de Michel Foucault dans les années 70, dont comme dit avant, on a fait une vidéo sur la chaîne résumant sa pensée. Ces travaux eux-mêmes n'auraient pas pu être possibles sans l'étude de l'histoire des idées, commencée par Hegel au XIXe siècle, appliquée si on veut aller vite par Marx aux sociétés humaines et par Nietzsche au corps et à la vie. On peut conjecturer que cette réflexion a été ralentie pendant les événements de la première moitié du XXe siècle, les gens étant trop occupés à survivre, pour ressusciter ensuite sous diverses formes, l'une étant l'étude des systèmes totalitaires et autoritaires ayant causé et causant ces événements tragiques. La plus grande représentante de ce courant est certainement Hannah Arendt, qui en se demandant comment on a pu en arriver à Hitler, Staline ou Mussolini, va notamment distinguer l'autorité traditionnelle, qui s'obtenait par l'âge ou l'argumentation, des pouvoirs modernes hiérarchiques qui réutiliseraient ce même mot, mais pour des pratiques différentes. Même si Foucault ne cite que peu Arendt, cette dernière distinction est essentielle pour faire une histoire de l'apparition des grandes hiérarchies disciplinaires, car elle pointe le caractère nouveau de ces systèmes qui n'existaient pas au Moyen-Âge, ce qui n'avait rien d'évident au milieu du XXe siècle, où il semblait naturel qu'ils avaient existé depuis l'éternité parce qu'ils étaient partout. Alors, est-ce que Foucault a lu Arendt, ou a eu vent de ses intuitions de manière indirecte ? En réalité, on s'en fout un peu. En fait, c'est le même débat de si les auteurs d'un grand bouquin sont les vrais inventeurs des concepts qu'ils défendent ou s'ils ne sont que les meilleurs représentants d'un courant d'idées de leur temps. Bon, ça n'a pas trop de conséquences pratiques et intéresse surtout les spécialistes car dans tous les cas, les idées sont là. Et pour ce qui nous intéresse, Foucault, Arendt ou autres, les concepts présentés dans ce chapitre sont récents et sont apparus pas plus tard qu'il y a 50 ans, héritiers de la sociologie weberienne du début du XXe siècle. Deuxièmement, s'il est vrai que le concept de discipline n'est devenu central que récemment, il serait faux de dire que l'ordre du monde tel qu'il est n'a jamais été contesté. De Marx aux anarchistes, en passant par toutes les révoltes populaires, des critiques de l'accumulation du capital à des propositions de modes d'organisation en coopérative sont apparues et ont bien réussi à exister. Néanmoins, ils ont toujours eu du mal à gagner politiquement, et ce à cause de la montée en puissance des détenteurs de capitaux, montée due à la tendance du capital découverte par Marx qui n'a jamais été démentie depuis, à s'accumuler et devenir plus grand et plus fort, comme Voldemort. Une autre théorie de Marx qui, elle, a été démentie, en tout cas pour l'instant, est par contre le fait que naturellement, face à cette situation, les ouvriers vont se rebeller et former un super parti des travailleurs. Rien ne permet de penser qu'une telle révolte peut avoir lieu aujourd'hui, et d'autant plus qu'il existe maintenant des moyens techniques, politiques ou médiatiques pour défendre l'ordre établi et donc les détenteurs de cette masse de capitaux. C'est là tout le problème des approches théoriques, car elles négligent un rapport de force extrêmement défavorable. On peut refaire le monde dans son garage, mais faut pas oublier de se coucher tôt pour aller au taf, sans quoi il y aura plus de garage. L'idée de cette vidéo n'est donc pas de changer toute l'organisation sociale d'un coup, car l'état actuel est le fruit d'un rapport de force construit sur le temps long et s'appuyant sur une infinité de situations locales, ce que Foucault appellerait les micro-pouvoirs. Et même si tout s'effondrait demain, immédiatement, des systèmes de contournement et d'endoctrinement, du clientélisme, voire de corruption se mettraient en place et au final, les hiérarchies disciplinaires des détenteurs de capitaux réapparaîtraient, ou plus exactement se maintiendraient car avant et après les révolutions, c'est bizarre, mais on retrouve souvent les mêmes têtes. Non,
L'idée ici est d'utiliser la découverte du fonctionnement des organisations disciplinaires pour suggérer des outils afin de, patiemment, comme une araignée tissant sa toile, bâtir des réseaux locaux dédisciplinarisés pour avoir les moyens matériels et pratiques de construire le monde de demain.